Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ces petites vidéos que j'aime bien faire autour de l'édition et particulièrement vous présenter quelques œuvres en lien avec un éditeur. Aujourd'hui je vais vous présenter 5 ouvrages d'une maison d'édition extrêmement importante. Voilà, je ne vais pas vous faire forcément un historique, il y a tellement de choses à dire sur cette maison d'édition qu'il faudra peut-être y consacrer un jour une vidéo en entier, mais cette maison d'édition, c'est pas forcément celle que je préfère en termes de DA graphique. C'est des livres que vous attendiez à trouver dans cette sélection qui ne seront pas là parce que je trouve vraiment la DA graphique pas très réussie. Mais c'est surtout un éditeur qui a été extrêmement marquant pour la popularisation de la littérature en France, notamment parce que c'est un éditeur assez ancien qui est l'instigateur un petit peu du format livre de poche que l'on connaît actuellement. Il faut savoir que le format livre de poche, c'est un format qui existait déjà au 19e, 20e siècle dans le pays ou à l'étranger, mais c'était souvent des formats un petit peu plus grands en termes de taille, et le format livre de poche a toujours été pensé pour des ouvrages qui étaient dits populaires, ou du moins pour être distribués à un public qui n'avait pas forcément les moyens d'acheter des livres qui coûtaient un certain prix. Si on peut dire que actuellement la littérature est extrêmement chère. Voilà, on est quand même dans une période d'inflation où le livre n'est vraiment plus donné, et heureusement qu'on a le livre de poche. Aujourd'hui, je vous présente donc vraiment la collection qui a donné le nom à ce format, le livre de poche. Le livre de poche, à la base, c'était une collection qui a été créée par un homme qui s'appelle Henri Filipacchi, je sais pas comment on le prononce, qui a eu une idée de proposer un jour un format poche à un prix un petit peu dérisoire. On parle quand même d'un prix à l'époque qui était quasiment 6 fois moins cher qu'un prix grand format. On n'est plus vraiment sur ce délire-là en ce moment. En ce moment, un poche, c'est quasiment la moitié d'un prix grand format. Édité donc par la Librairie Générale Française, qui était une filiale du groupe Hachette, que vous connaissez extrêmement bien, parce que Hachette possède la moitié de l'édition, avec Editis. Ce sont les deux plus gros groupes éditoriaux, et même je crois qu'Hachette est l'éditeur et le groupe éditorial le plus puissant qu'il y a sur le marché. On avait peut-être entendu parler, mais quand Hachette a voulu racheter Editis, il y a eu des problèmes de concurrence et ça n'a pas pu se faire. Ça a été une grosse question pendant ces dernières années. Donc cette collection, elle a été créée en 1953. Il faut savoir qu'il y avait déjà des éditions dites de poche un petit peu avant. Par exemple, Talendier avait une collection de poche, mais c'était pas un poche qui était aussi petit que ce format-ci. Voilà, qui a un format très particulier en édition, c'est pour ça que les formats poche ont en général exactement la même taille. Cet éditeur, il y a une petite légende qui raconte qu'il aurait créé cette collection en ayant vu un soldat américain qui aurait plié en fait un livre qu'il avait acheté dans une librairie française. Il l'aurait plié de manière à ce qu'il rentre dans sa poche. Alors c'est une petite légende, on nous le raconte en cours, c'est assez sympa, mais voilà, il n'y a pas vraiment de source officielle pour en parler. Je suis désolée, il y a énormément de mouches qui tournent parce qu'il fait très chaud et qu'elles rentrent dans les maisons parce que c'est la campagne. J'ai littéralement des chevaux à 2,50 m de chez moi. Cette édition, elle a été pensée pour éditer tout d'abord donc des textes à destination d'un public populaire, et surtout l'éditeur a contacté des grands noms de l'édition de l'époque, Michel, Kalman Levy et autres, pour s'associer et offrir, on va dire, des grands textes à la publication en poche, qui notamment étaient tombés dans le domaine public. Voilà, je pense que c'était peut-être fait déjà comme un test, et surtout peut-être aussi dans une démarche d'offrir un peu de culture à un public qui n'avait pas forcément accès à ça. C'est une édition qui, au tout début, a un petit peu fait peur aux libraires pour une question un peu simple, c'est-à-dire que comme les prix étaient beaucoup moins élevés, les libraires avaient extrêmement peur de faire beaucoup moins de chiffre d'affaires, parce que un libraire en général prend entre 30 et 35% sur le prix d'un livre. Entre 30% d'un livre à, on va dire à l'époque, peut-être 15-20 balles, et 30% d'un livre à 5-6 euros. C'était pas des euros, c'était les francs à l'époque, mais ça change énormément. Ça veut pas dire que les gens vont acheter plus de livres, mais ça a été un succès. Ça a été un succès parce que notamment il y a eu la distribution Hachette. Il faut savoir que la collection livre de poche a quand même bénéficié du réseau diffuseur et distributeur d'Hachette, qui était un réseau extrêmement performant, et aussi par le développement en fait de sources qui sont un petit peu en dehors de la librairie. C'est-à-dire que dans les années 50, on a d'autres réseaux qui se sont développés en parallèle de la librairie, des réseaux qui sont
un peu lié aussi à la tranche de la population auquel étaient destinés ces livres, c'est-à-dire les supermarchés, notamment dans tous les magasins qui vendaient de la presse, dans les stations-service, dans tous les lieux en fait de vente. Voilà, tu pouvais aller chercher par exemple ton pain et dans la petite supérette trouver un livre de poche, ce qui n'était pas le cas forcément des autres livres. Et c'était super bien pensé parce que ils ont trouvé le public, ils ont profité de cette période, on va dire, de développement de la distribution de la littérature pour faire grossir leur collection. Vous allez vous poser la question, mais quel est le premier livre qui a été publié chez le livre de poche? C'est assez connu parce que on en parle très souvent, parce que c'est quand même le marqueur de quelque chose qu'on a en France et dont on a la chance d'avoir en France. Je voulais faire un petit rappel là-dessus, mais il faut bien se rendre compte qu'en France, on a une politique du livre vis-à-vis du consommateur. Pas forcément vis-à-vis des libraires et des éditeurs, parce qu'on n'est pas écouté sur plein de questions qui sont importantes et qui pourraient éviter de s'enfoncer dans une crise économique qui est assez importante dans les milieux culturels. Mais en France, cette collection, elle a permis de donner l'accessibilité à la littérature. Vous allez au Portugal. Quand je suis allée au Portugal il y a quelques années, j'ai été extrêmement marquée du fait qu'il n'y avait pas de collection poche. C'est-à-dire que dans les librairies, il n'y avait que du grand format. C'est-à-dire que si tu veux acheter un Harry Potter, t'en as pour 20 €. Nous, on a la chance d'avoir une littérature qui est accessible par le biais des bibliothèques et tout ça, mais aussi par le biais de prix qui sont pas trop excessifs. Vous allez en Angleterre. En Angleterre, le paperback et le hardback. Donc le paperback, ce sont des livres qui sont des couvertures brochées. Et donc, c'est des livres en général qui sont autour de 9 à 10 livres, ce qui fait, je pense, 12-13 €. Et les hardbacks qui sont plus élevés. Donc on a des livres qui tournent autour de plus de 10 €. Véritablement, avoir des livres à moins de 10 €, c'est pas quelque chose qui est disponible dans tous les pays. Il faut vraiment s'en rendre compte qu'en France, on a vraiment de la chance pour ça. Et c'est vrai que ça me fait mal au cœur quand je tombe sur des vidéos d'influenceurs qui tapent un peu sur le poche en disant que c'est des formats horribles et que ça sert à rien. J'ai déjà entendu ça, que les grands formats c'est beaucoup mieux. Oui, en effet, le grand format c'est joli, mais il faut se rendre compte de la chance qu'on a de l'avoir et que ça a permis à énormément de gens de pouvoir lire. Je suis obligée de prendre ma petite note pour vous dire le nom du livre parce qu'il est toujours compliqué. C'est Koenigsmarck, qui est un roman de Pierre Benoît qui a été originellement paru en 1918. Et je dois vous dire le chiffre de vente qu'il y a eu sur ce texte qui était de 870 000 exemplaires vendus en livre de poche. C'est un chiffre qui a été arrêté dans les années 2000. On n'a pas continué à les compter après, mais il faut se rendre compte on est quasiment sur un best-seller, donc 1 million d'exemplaires, c'est énormissime en termes d'édition. Le format poche a poussé les ventes de cet ouvrage. Dans mes souvenirs, ce bouquin, c'était une histoire d'amour entre un professeur et une duchesse. Pas forcément là pour parler de ça, mais le livre de poche c'est une collection qui est très ancienne, qui a inspiré bien sûr d'autres éditeurs après. J'ai lu n'a été créé qu'en 1958 et en 1962 on a Presse Pocket qui était à l'époque publié par la Presse de la Cité, même si Presse de la Cité maintenant appartient à Editis. C'est compliqué le système éditorial avec les rachats et ce genre de choses, mais on voit que les concurrents ont quand même mis quelques années et ont compris le succès. Donc voilà, c'était vous faire une petite parenthèse sur ce format que j'apprécie grandement, même si sincèrement le livre de poche, c'est le format de poche que je lis le moins parce que c'est un des formats que je trouve les moins esthétiques et dans les auteurs qui sont publiés sont pas forcément les auteurs que je lis en majorité parce que par exemple Pocket a les droits de Tolkien. Moi j'aime beaucoup la collection Folio SF par exemple qui est donc la collection poche de Gallimard dont je trouve la sélection d'ouvrages beaucoup plus sensée, voilà, qui était très intéressante, de très bonne qualité. Et il y a aussi une nouvelle mode actuellement. Je vous en parlerai un jour dans une autre vidéo sur le fonctionnement en fait du rachat de droits entre les éditeurs grand format et les éditeurs poche. Mais il faut savoir que quand tu es éditeur d'un grand format, ton auteur donc va renégocier ses droits pour le format poche, mais toi en tant qu'éditeur tu touches des petites ventes, pourcentage sur les ventes des ouvrages en format poche. Ce qui explique pourquoi il y a des éditeurs qui vivent et qui sont très contents de signer des contrats en format poche parce que c'est leur fonds de commerce. Vous allez par exemple La Talente a vendu
ses droits poche pour par exemple Pocket pour des années. Un peu une vague depuis ces dernières années de faire publier les récits d'imaginaire dans des collections poches d'imaginaire spécialisées pour plein de raisons qui s'expliquent sûrement par le travail on va dire des représ, le travail de graphique et surtout le fait que malheureusement les éditeurs poches parfois font pas forcément extrêmement bien leur travail sur certains titres, que c'est je peux en parler particulièrement parce que j'ai travaillé spécifiquement surtout dans le format poche et que y a des titres qui sont bien plus mis en avant que d'autres et que l'achat de droits c'est vraiment particulier comme concept, mais voilà, on a donc des grands éditeurs qui distribuent, qui ont des réseaux de distribution importants, mais qui parfois ne sont pas forcément des fans d'imaginaire et ça se voit dans leur traitement des ouvrages. Et on a des éditions, par exemple, je pense aux éditions Helios, qui publient en petit format des textes qui sont plutôt chez les indés de l'imaginaire. Je vais vous présenter donc 5 livres qui, 1, 2, 3, 4, 5, oui j'ai bien compté, assez sympa à découvrir dans des genres très différents. Il y a autant des classiques extrêmement connus de l'imaginaire que des choses qui sont un petit peu moins connues du public. Je vais les prendre dans l'ordre qui me tombe sur la main. Le premier, c'est une série de science fantasy, si on peut dire ça. J'ai pas mal de science fantasy à vous présenter, je pense. C'est plutôt de la fantasy dans le premier tome et totalement de la science-fiction dans le troisième tome. C'est pour ça que je préfère vous prévenir parce que ce texte a parfois été mal jugé par certains lecteurs à cause de ça, dans le sens que il y a beaucoup de gens qui ont été déçus de l'évolution du texte et c'est vrai que c'est assez perturbant. Je vous présente donc Reine de cendres de Erika Johansson. Donc c'est une trilogie assez chouette qui devait être adapté par Emma Watson, mais voilà, les droits ont été vendus et comme beaucoup de fois, il n'y a rien qui aboutit forcément. Après, c'est, on va dire, de la fantasy qui se veut féministe sur l'engagement, on va dire, du texte, et surtout qu'il y a pas mal de messages de politique un petit peu derrière, notamment sur l'éducation. On est sur une histoire d'une jeune fille qui est donc une princesse héritière, envoyée en exil en fait après la mort de sa mère dans une espèce de petite cabane au fond des bois, un peu comme Blanche-Neige, élevée par 2 personnes qui vont lui inculquer, on va dire, la finesse d'esprit. Elle va vraiment s'instruire. Faut savoir que cette jeune femme, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est Kelsey, voilà. Elle a un rapport particulier avec sa mère, c'est-à-dire qu'elle était très différente de sa mère. Sa mère ne l'a pas vraiment aimée. C'était une femme, dans les descriptions, très tournée vers elle-même et assez superficielle, voilà, qui vivait pour le slay, pour la gloire, quoi. Et malheureusement, qui était pas très préoccupée par l'avenir de sa fille. En fait, le jour de ses 19 ans, il y a un mec qui va venir frapper à sa porte et lui dire bon ma cocotte tu viens, je te ramène à ton trône quoi. Sur le chemin elle va beaucoup douter de son parce qu'elle a pas envie de régner, elle est bien dans sa chaumière, elle est en mode j'ai pas envie les gars. Et quand elle se rend en fait dans son royaume et qu'elle voit des choses horribles, faut savoir qu'on est dans une géopolitique où il y a une autre reine dans un autre royaume qui essaye d'annexer le sien et on est en guerre et notamment c'est surtout vis-à-vis des femmes et vis-à-vis du peuple, il y a des gros problèmes voilà, et notamment il y a toute une question sur l'éducation des femmes et la place des femmes dans la société. Et donc c'est un texte qui va vraiment parler du règne, de comment gérer un royaume d'un point de vue d'une jeune femme et je trouvais que c'était assez sensé parce qu'on ressent vraiment le côté féminin dans le texte et ça va se poursuivre ensuite dans quelque chose qui est plus de la science-fiction qui moi m'a convaincue, ça n'a pas été le cas de tout le monde avec une fin assez marquante. Mais ça a été un texte assez intéressant sur cette question-ci et je comprends pourquoi Emma Watson voulait l'adapter parce que ça parle de questions qui sont importantes dans nos sociétés et on est vraiment sur de la gestion de royaume. Donc voilà, c'est une trilogie, pour le coup, ces couvertures, alors comme je vous dis, le livre de poche, j'aime pas vraiment les couvertures qu'ils font parce que je les trouve assez cheap, mais comme Pocket, hein, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'éditeurs poche où je trouve leur couverture réussie, notamment ça s'explique pour des questions de coût, parce que quand tu veux remettre la couverture du grand format, il faut repayer des droits aux illustrateurs, il y a certains illustrateurs qui demandent très cher, ou du moins avec le prix du format, c'est pas forcément possible. Et donc, c'est vrai que là, il y a une démarche graphique qui est assez intéressante parce que les 3 livres de la trilogie vont bien ensemble, je trouve qu'elle est assez réussie, elle est simple. Voilà, c'est du montage photo basique, mais on a connu plus moche, hein, vous savez très bien de qui je parle, voilà. Mais c'est pour ça que je suis pas très amie avec Hachette a priori, c'est qu'ils aiment pas trop qu'on critique leur couverture.
Pareil, cette couverture donne pas très envie de découvrir ce livre qui est un classique. Le classico-classique de la littérature de fantasy. Du moins, c'est un classique, mais je me rends compte qu'il y a pas mal de gens qui ne l'ont pas lu. Et ça s'explique, je pense, pour une raison toute bête, c'est que cette autrice était une femme, et qu'à l'époque, c'était très sexiste. Et c'est vrai que quand j'en parle avec des lecteurs d'imaginaire qui sont bien plus âgés que moi, beaucoup ont lu le Tolkien, le Gemmell, tous les grands auteurs, le Eddings et tout ça, mais pas mal n'ont pas lu cette autrice qui est aussi importante que Tolkien dans sa façon d'aborder l'imaginaire parce qu'elle a donné un souffle particulier à l'imaginaire et c'est surtout une des premières avec l'autrice André Norton, je pense, de l'époque, à avoir écrit de la fantasy et connu un certain succès. Je parle de Ursula Le Guin, moi je dis Ursula Le Guin, je suis pas sûre toujours de la prononciation, donc avec le cycle de Terre-Mère. Alors Terre-Mère, c'est un cycle qui est magnifique. Moi je le classe en cozy fantasy, il y a des gens qui le classent aussi en science fantasy. On est sur un univers qui est inspiré par exemple Miyazaki. C'est un univers qui m'avait vraiment plu pour des questions totalement bêtes, mais en fait ce que je trouve exceptionnel avec Terre-Mère, c'est de voir comment ce livre est en décalage avec les autres livres qui sortaient à la même époque, notamment sur le point de vue des femmes, sur l'écologie et ce genre de choses, mais surtout c'est que c'est une fantaisie qui est assez douce et très belle et très poétique. L'histoire de Jed qui a un petit berger au début du récit et qui va devenir le plus grand sorcier de son royaume et je vous en dis pas plus, mais on va être dans un monde où il y a des dragons, des créatures et il va apprendre à devenir ce sorcier et respecter la nature autour de lui. Tout vous dire, moi quand je parle d'Ursula Le Guin, j'ai toujours un truc qui me saute aux yeux et ça m'a fait rire parce que dans The Witcher, j'ai l'impression qu'il y a une référence à ça, du moins c'est moi qui ai vu la référence, mais je me suis dit Geralt est l'homme parfait, voilà, dans le sens que le personnage principal qui va faire la vaisselle à un moment dans le texte et ça ne lui pose aucun problème, du genre pour lui c'est tout à fait inné parce qu'il a été éduqué comme ça. Geralt fait la vaisselle dans la saison 3 de The Witcher, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux dans le début de cette saison 3, mais ça m'avait extrêmement marqué parce que j'avais jamais lu ça en fantasy et ce livre est sorti en 68. Voilà. 68, ça fait plus de 50 ans. Donc c'est un livre qui est hyper novateur, les questions autour de l'écologie, du respect de la nature et de l'environnement sont centrales. En fait c'est un livre qui est en décalage avec tout ce que vous avez pu lire un petit peu de la fantaisie à papa de l'époque et c'est pourquoi Ursula Le Guin est aussi importante parce que c'est une des seules femmes de l'époque auxquelles on a donné une voix, notamment parce que ses textes sont très très bons. Alors Terre-Mère, c'est le premier texte de ce cycle. Il y a plusieurs autres petites histoires. Moi, j'ai lu Thé à nu, il faut que je continue. Mais la plus grosse histoire, on va dire, c'est celle-ci. Wynne, elle a écrit bien d'autres textes que je dois lire un jour ou l'autre. Mais Terre-Mère, c'est vraiment une littérature que vous pouvez faire lire même aux adolescents. Il n'y a pas de problème parce que je trouve que c'est quelque chose qui est lisible à tout âge, qui a plein de clés de lecture à tout âge et qui est un récit initiatique. Donc vous allez vraiment suivre le héros de sa jeunesse jusqu'à l'âge adulte dans ses questionnements et dans son évolution. Mais je peux vous dire qu'il y a une sensibilité et une beauté dans le texte qu'on voit rarement en imaginaire et surtout en imaginaire de cette époque-ci. Et je tiens à dire qu'on peut faire de la cozy fantasy avec un fond, parce que pour moi, quand c'est une fantasy qui est aussi belle et reposante, c'est de la cozy fantasy. On peut avoir de la bataille, on peut avoir des choses qui ont du sens, des questions intelligentes et développées en cozy fantasy, ça n'a pas forcément besoin d'être plat et ça c'en est l'exacte représentation. Ensuite, on passe sur un autre délire. Alors cette saga, je vous la présente, même si j'ai une énorme frustration, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la suite qui a été publiée, il n'y a que les 3 premiers tomes de cette grande saga, et ce qui est frustrant, c'est que j'avais vraiment envie de découvrir la suite. Je les lirai peut-être en anglais à cause de ça. C'est une saga qui est fluctuante, c'est-à-dire que j'ai aimé le tome que je vais vous présenter, j'ai pas aimé le 2e tome, par contre j'ai aimé le 3e, et que la fin du 3e me donnait extrêmement envie de lire la suite. Je vous présente donc Anno Dracula, donc avec de Kim Newman, donc Anno Dracula, il y a le Baron Sanglant et il y a Anno Dracula Cha-cha-cha. Voilà, pour le 3e tome. Je vais vous parler surtout du premier. On est sur un écrit vampirique. Sortez-vous Édouard de la tête. On n'est pas là pour parler d'Édouard et de sa boule à facettes. On est là pour parler de Beauregard. Beauregard, c'est un espion. Un espion pour la couronne anglaise. Celui-ci se passe au 19e siècle, donc pendant la période, vous savez, de ce cher Jack l'Éventreur. Charles va enquêter dans un contexte un peu particulier, c'est-à-dire qu'il y a des madames qui offrent leur corps vampires qui se font assassiner à coups de scalpel d'argent et il va essayer de savoir ce qui s'est passé. Il va être accompagné donc par c'est Geneviève
que de personnages iconiques, j'adorais ces personnages, qui est une vampire qui va aussi essayer de savoir ce qui se passe, dans le sens que les vampires sont un peu répartis, pas en plusieurs factions, mais il y a beaucoup de réflexions en ce moment, dans le sens que Dracula a épousé la reine Victoria et l'a transformée, et qu'il y a toute une mode de la transformation qui commence à arriver à Londres, et que ça pose des problèmes quand il y a des vampires qui débarquent et que ça devient une mode, et que ça, c'est pas du vampire qui brille là, c'est du vampire qui mange, qui tue. Donc c'est compliqué, et Geneviève fait partie d'une génération de vampires beaucoup plus âgés, et ça l'inquiète un peu qu'il y a des mecs qui découpent des vampires à coups de scalpel, ce qui est compréhensible. On va aussi avoir Kate Reid, je vous les présente parce qu'en fait c'est des personnages qu'on va retrouver dans les tomes après. Voilà, parce qu'on les suit, il est assez jeune quand même, Charles, au début du texte de celui-ci. Dans le deuxième tome, on est dans le contexte de la Première Guerre mondiale avec le Baron Sanglant, et dans le troisième tome, on est la seconde et la période Mussolini à Rome. On va un petit peu continuer ses enquêtes, et toujours Dracula qui va se épouser des femmes, et voilà, ça va provoquer des problèmes. En fait, ce que j'ai bien aimé dans le texte, c'est déjà les personnages, le fait que l'aventure est super sympa, le contexte de réinterprétation, surtout ici, c'est du steampunk un petit peu, on est vraiment dans le 19e siècle, c'est très chouette. Le côté vampire et on va dire des siècles qu'on n'a pas trop l'habitude de suivre, c'est surtout l'intelligence du propos derrière, c'est-à-dire que c'est vraiment bien construit comme univers. Voilà, il y a cette mode de vampire et de transformation, qu'est-ce que ça a comme impact ? Ce que ça a comme impact aussi social, et les craintes que ça provoque chez les gens, le fait que certains veulent garder leur humanité. On a aussi le point de vue des vampires, plein de vampires différents qui ont un point de vue sur les choses, les relations amoureuses interdites, voilà, et le contexte politique, parce que c'est de l'Uchronie, donc ça réinterprète vraiment plein d'histoires. Dans le tome 1 et dans le tome 2 et dans le tome 3, vous allez trouver des personnages extrêmement importants des deux grandes guerres, que ça soit des Allemands, notamment avec un pilote allemand extrêmement connu, ou que ça soit des espionnes comme Mata Hari ou ce genre de choses. Vraiment, c'est assez large, et c'est ce qui fait en fait le charme de ce récit, de voir l'histoire qui est imbriquée en fait dans le vampirisme et ce genre de choses. Moi j'ai adoré ce premier tome et le troisième, et c'est vrai que le troisième s'achève sur le début parce qu'on nous met vraiment, on va dire 40 ou 50 pages sur le début des années 70 aux États-Unis avec les hippies. Moi j'avais envie de voir des vampires qui allaient aux États-Unis avec des hippies, voilà, j'avais envie. Donc voilà, ça a été une très très bonne découverte, et je trouve qu'en récit vampirique, il y en a rarement qui ont été aussi bien faits, je trouve, sur ce sujet-là, moi avec une dimension historique assez sympa. On quitte les vampires pour les épées magiques. Ici je vais vous présenter un cycle, alors qui est un cycle de réinterprétation arthurienne. C'est pas un cycle où faut vous attendre à une fidélité aux textes arthuriens et à leur réinterprétation, voilà. C'est plus un moyen de découvrir la légende arthurienne d'une autre façon, avec bien sûr des bases qui sont inspirées de textes médiévaux ou de légendes, mais aussi de vous présenter des personnages qu'on connaît un petit peu moins. Je vous présente donc, c'est Pendragon, mais c'est pas le premier celui-ci, oui c'est le tome 4, je vous présente le dernier. Le premier c'est Taliesin, voilà. Donc on a Taliesin, Merlin, Arthur, le Graal qui est le dernier, et Pendragon. Dans le premier, en fait on suit, c'est surtout l'axe on va dire du personnage de Merlin. Dans le premier en fait on suit le daron de Merlin, Taliesin, qui est un barde, et on va un petit peu expliquer le contexte d'avant l'élévation, on va dire, du roi Arthur, avec vraiment toute une ambiance un petit peu celte de l'époque, et au fur et à mesure du récit, ça va s'entremêler avec la légende arthurienne du point de vue des personnages qu'on suit, pas forcément toujours, c'est-à-dire que dans la légende arthurienne, on n'a pas toujours le point de vue des personnages secondaires. On a beau avoir Merlin, et que dans les réécritures modernes, on a plus le point de vue de Merlin, mais dans la légende arthurienne, Merlin, c'est pas forcément le personnage dont on parle le plus. C'est-à-dire, l'histoire, elle suit Arthur. Là, on a plus l'impression que ça gravite sur comment on raconte l'histoire d'Arthur autour de ça. Moi, j'avais beaucoup aimé en termes de réinterprétation, même si, après coup, je me rends bien compte que c'est très librement inspiré, t'es là pour passer un bon moment. Mais c'est vrai que le cycle Pendragon, je le vois pas trop souvent présenter, le cycle de Loed, mais en termes de réinterprétation, je trouve qu'il était plutôt bien fait, plutôt adulte, et on retrouve des personnages qu'on connaît pas, des aventures qui sont un petit peu moins mises en avant, notamment Taliesin, c'était un des textes que j'ai préféré parce que c'est une des choses que je connaissais le moins, et j'en ai toujours un très très bon souvenir, c'est celui que je me souviens le plus. Mais si vous aimez les Celtes, voilà, les terres irlandaises, écossaises, anglaises, normandes,
vous allez vous y retrouver, voilà. Et si vous aimez la légende arthurienne, ça fait toujours plaisir de redécouvrir l'univers d'un point de vue un petit peu original. Enfin, alors là, on passe sur un texte que j'ai adoré à l'époque. Alors, faut remettre aussi du contexte sur le fait que j'ai adoré ce texte. J'ai lu ce texte quand j'avais 18 ans, donc... je suis pas sûre qu'aujourd'hui j'ai le même amour pour ça, mais c'est la première fois que je lisais un texte de Beat Lit, parce qu'à l'époque j'en lisais quand même pas mal, que je trouvais aussi bien écrit. Et en fait, dans ce texte, c'est très ambiance Dark Academia. C'est quelque chose que on disait pas, on savait pas trop ce que c'était il y a 10 ans, mais quand il repense, c'est vraiment dans cette ambiance-ci. Il y a une série qui est sortie, il faudrait que je regarde la dernière saison, parce que je l'ai pas vue, mais le livre est bien meilleur, mais c'était quand même à suivre pour ça. On va pas faire, ça a eu un prix et tout. C'est le livre perdu des sortilèges, ça fait longtemps que j'en ai parlé sur la chaîne, de Deborah Harkness. Alors faut savoir que j'ai lu, parce qu'il y a donc 3 tomes, et elle a réécrit un tome après qui est vraiment mauvais quoi, ça sert à rien. Mais cette série en fait, j'avais été transportée à l'époque. On va suivre l'histoire d'une jeune femme qui est une étudiante en... Non, même pas. Elle a déjà son degree, mais c'est une femme elle va essayer de devenir professeure à Oxford. Elle s'appelle Diana Bishop, donc pour ceux qui connaissent un petit peu les histoires de Salem, c'est un nom qui peut vous rappeler quelque chose. C'est une sorcière qui n'est pas très très douée avec ses dons, c'est-à-dire qu'elle a quasiment pas de pouvoir et elle est très dans le monde des humains, elle est totalement dans le monde des humains. Elle veut devenir professeure de littérature et elle va faire la rencontre dans la bibliothèque d'un homme somptueux qui s'appelle Matthew. Alors Matthew qui est le symbole même de la virilité, hein. À 18 ans j'étais en mode oh Matthew, mais Matthew avait quand même des petites crises de nerfs de temps en temps qui fait que maintenant je suis en mode Matthew 2 minutes on se pose quoi, après on en parle. Mais Matthew qui est un professeur à Oxford et lui il enseigne, on va dire plutôt des domaines scientifiques. Il va notamment étudier tout ce qui est en lien avec les loups et le sang et tout ce qui est lié un petit peu à l'hémoglobine. Donc voilà, vous vous rendez bien compte que le monsieur est un vampire. Et tout va être bouleversé du moment où Diana a printé un manuscrit que tout le monde cherche depuis longtemps, qui s'appelle Lashmol 182, et qui va un petit peu l'habiter d'une certaine manière. C'est un peu comme Makella Lane, voilà, dans les références. Sauf que la pauvre Diana, heureusement que Matthew est là à ce moment-là, même s'il lui veut pas forcément du bien au début, toutes les créatures sont à la recherche de ce manuscrit. Est-ce que ce manuscrit, si je peux faire un parallèle pas très... voilà, qui pourra pas plaire forcément à tout le monde, mais c'est un peu la Bible voilà, de ces créatures-ci. C'est le manuscrit qui explique l'arrivée donc des vampires, des démons. Il y a un 3e type de créature, c'est pas des loups-garous et des sorcières, bah je suis con, voilà, des sorcières. Et en fait chaque peuple, tout le monde a envie de l'avoir pour savoir qui est celui qui est arrivé en premier et qui serait un petit peu le plus élevé d'entre eux. Et c'est surtout que le livre aurait beaucoup d'informations que personne n'a et aurait potentiellement des choses qui aurait des implications dans des guerres à venir en montrant les points faibles par exemple de certaines créatures. Matthew va par exemple, parce que ça c'est pas forcément un spoiler mais on le sait très vite, va par exemple être à la recherche de ce manuscrit pour une simple et bonne raison, c'est-à-dire que les transformations de vampires sont en train de baisser, c'est-à-dire que ils mordent les gens mais les gens n'arrivent pas à survivre aux transformations, c'est quelque chose de préoccupant, donc la population de vampires est en train de disparaître. Et donc vous allez apprendre le passé un petit peu sombre du monsieur, et donc il y a une romance dans le texte, dans un cadre très Oxford, voilà, avec des personnages voilà, romantiques. Franchement je trouve que ce texte était assez romance, avec une ambiance assez sombre, mais comme je vous dis, c'était moi quand j'avais 18 ans, donc forcément j'étais un peu moins blasée de la vie à l'époque, mais j'avais adoré en fait l'histoire. Dans le tome 2 il y a du voyage dans le temps, et je vais pas vous en dire plus, mais on voyage énormément, et ce qui m'avait plu c'est tu vois, on parlait de la romantaisie souvent, on parle souvent de la romantaisie sur la chaîne. Dans ce texte, elle est super bien faite dans le sens que il y a énormément de développement de world building, il y a énormément d'histoires, d'explications, et la romance est présente, c'est un des trucs, voilà, c'est quand même un des trucs importants du texte, mais il en reste qu'il y a une histoire, et que l'histoire est quand même la plus importante dans tout ça. Et voilà, même si aujourd'hui ça peut paraître un petit peu classique sur certains, il y a des clichés narratifs et tout, mais il y a une ambiance dans ce texte que je saurais pas décrire, mais si vous aimez le Dark Academia, vous allez vous y retrouver, parce que
Je sais pas, à l'époque j'avais trouvé ça fouillé, j'avais adoré le fait que les factions sont pas forcément ce qu'on retrouve le plus. Il y a des personnages hyper attachants avec des histoires super sombres, il y a des complots et ça va de plus en plus, on va dire, dans des choses assez tragiques et tout ça, mais vraiment ça a été voilà, un livre que j'ai adoré. Et puis à l'époque Matthew avait été un gros crush littéraire, voilà, mais faut dire ce qui est. À l'époque j'avais pas trop de comparaisons vampiresques qui tenaient la route, à part notre cher Édouard, et on n'est pas sur la même gamme de personnages. N'hésitez pas à me conseiller d'autres ouvrages, donc j'ai le livre de poche, voilà, il y a des titres qui ne sont pas revenus, comme un certain B et S, parce que les couvertures sont immondes et que je vous en parle beaucoup plus sur la chaîne. J'avais vraiment envie de vous présenter des textes, voilà, que je présente un petit peu moins. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.